Salut tout le monde. Une vidéo sur le sujet de l'énergie, et je m'excuse même de ne pas l'avoir traité plus tôt, puisqu'évidemment c'est un des sujets les plus importants de notre époque, et en réalité, on va le voir, des civilisations. Par exemple, quand j'ai commencé cette chaîne, il y a un peu moins d'un an maintenant, et encore merci d'ailleurs pour le succès que vous lui avez fait rencontrer. Effectivement, c'est une chaîne à la fois d'essayistes et d'insolents, et des gens insolents, il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui. Mais vous vous rappelez qu'un des sujets principaux de cette chaîne était les crypto-monnaies. Et par exemple, l'énergie est un des actifs qui se trouve derrière le Bitcoin. Quand on dit qu'il n'y a rien derrière le Bitcoin, c'est en réalité faux, il y a l'énergie. Le fait de le miner. C'est d'ailleurs tout un débat entre les coins qui sont donc en proof of stake, comme l'Ethereum aujourd'hui, et les coins qui sont en proof of work, dont Bitcoin est le plus prestigieux des représentants. Mais l'énergie, bien sûr, dépasse très largement le Bitcoin, même si, on le voit aujourd'hui, les centres de minage s'installent évidemment dans les endroits où l'énergie est la moins chère. L'économiste particulièrement insolent, lui aussi, Max Keiser, a souvent rappelé que le Bitcoin aujourd'hui attire en réalité les entrepreneurs dans l'énergie renouvelable, puisque moins l'énergie est chère, encore une fois, plus le minage est intéressant, et plus cette monnaie, dont Max Keiser considère qu'elle est en train de devenir l'or du 21e siècle, eh bien, est rentable elle aussi. Mais encore une fois, l'énergie dépasse très largement les crypto-monnaies. D'une façon générale, il faut comprendre que la puissance d'une civilisation dépend directement de sa capacité à mobiliser l'énergie et l'information. L'énergie, l'information, et ensuite bien sûr le transfert de marchandises, les voies de communication, sont les enjeux les plus essentiels des civilisations en termes de puissance. Énergie, information et voies de communication, commerce. Si vous avez énergie, information, commerce, vous avez une civilisation qui est particulièrement dominante. C'est le cas des États-Unis aujourd'hui et c'est le cas de la Chine qui est en train de devenir la superpuissance en matière d'énergie, d'information et de voies de communication. Mais on le voit d'ailleurs, elle n'est pas au niveau des États-Unis aujourd'hui. En matière énergétique, elle est en train de les rattraper. Les Chinois sont parvenus, disent-ils, à mettre au point un tokamak. Alors un tokamak, qu'est-ce que c'est ? C'est un dispositif pour produire de la fusion nucléaire. La fusion nucléaire est une source d'énergie quasiment illimitée, c'est l'énergie des étoiles. Pour la produire, eh bien, il faut accélérer un plasma de gaz le plus rapide. Du coup, c'est un plasma, ce n'est plus à l'état de gaz, mais il faut accélérer un plasma qui devient rose dans un champ magnétique, puisque les températures sont bien trop élevées pour que ce plasma soit en contact avec la matière du réacteur. Donc il faut le faire léviter. Et le tokamak est un des dispositifs, le dispositif le plus populaire pour réaliser cette lévitation, accélérer ce plasma de sorte à ce qu'il entre en fusion et qu'il produise donc de l'hélium exactement comme dans les étoiles. Le mot hélium d'ailleurs vient du grec hélios qui veut dire le soleil. La fusion nucléaire, c'est l'énergie de l'univers. L'univers est surabondant en énergie. Même si cette énergie est dispersée dans ces espèces de taches de rousseur de l'univers que sont les étoiles, on estime donc d'après les travaux de Christopher Counselis à l'université de Nottingham qu'il y a plus de 1000 milliards de galaxies dans l'univers. Chacune de ces galaxies a au minimum 100 milliards d'étoiles. Donc on a 100 milliards fois 1000 milliards au minimum d'étoiles dans l'univers. Dans l'univers, l'énergie est abondante parce que la masse est abondante. Et on sait, depuis Einstein et Poincaré, que la masse n'est qu'une manifestation de l'énergie. Tout ce qui a une masse est simplement une énergie cohérente. Et cette énergie peut être libérée donc par réaction nucléaire. E égale mc2 au repos, quand un corps ne bouge pas, sinon il faut rajouter son énergie cinétique. Eh bien, quand une masse ne se déplace pas, son énergie intrinsèque est égale à elle-même multipliée par le carré de la vitesse de la lumière. L'énergie dans l'univers est donc surabondante, au même titre d'ailleurs que l'information. L'information et l'énergie, ce sont deux choses qui en réalité sont interchangeables à beaucoup d'égards. C'est notamment le théoricien, le père de la théorie de l'information, Claude Shannon, qui s'est intéressé à ces échanges que l'on pouvait avoir entre l'énergie et l'information. D'une façon générale, sans énergie, il ne peut y avoir d'information. Un autre des grands chercheurs qui a étudié les liens entre les deux, c'est Stephen Hawking, bien sûr, dont la formule de l'entropie du trou noir, je crois, se trouve carrément sur sa tombe aujourd'hui. Alors, maintenant, si on veut revenir à un niveau plus géopolitique. Ceux qui vous disent qu'on va manquer d'énergie ne comprennent absolument rien au sens de l'histoire. Les civilisations sont passées dans la douleur
systématiquement d'une forme d'énergie à une autre. Une des entités qui réunit le mieux l'énergie et l'information, ou l'énergie et l'intelligence, c'est l'esclave. Un esclave a à la fois des bras et un cerveau capable de comprendre des instructions humaines, ce qui est tout à fait intéressant pour son propriétaire. L'esclavage a toujours été particulièrement tentant, il l'est encore aujourd'hui si on adopte un point de vue marxiste, puisque le salariat est une forme d'esclavage avancé dans la lecture marxiste. On a eu l'esclavage d'abord, on a eu la féodalité ensuite, qui est tout de même beaucoup mieux que l'esclavage, et après la féodalité, on a eu le salariat. Les modèles basés sur l'esclavage ont toujours eu du mal à s'en affranchir, même si c'était dans leur intérêt, c'est là que je veux en venir. Dans la Rome antique, l'énergie c'était le blé. Il fallait donc disposer de greniers à blé. L'Égypte était, avec la Sicile, le grenier à blé de la Méditerranée. Il était donc absolument essentiel pour l'Empire romain de la contrôler, et c'est le contrôle de l'Égypte qui a permis à l'Empire romain de durer aussi longtemps. Parce que l'Égypte a le Nil qui a des crues réglées comme un coucou suisse et qui permet donc d'avoir une fertilité des terres sur de très longues périodes de temps, contrairement à d'autres espaces. Alors, le blé est donc forme d'énergie essentielle, mais qui vient donc de l'agriculture, qui était déjà bien sûr au néolithique une avancée considérable. Mais après cela, on va commencer à avoir d'autres formes d'énergie. On passe à l'âge du carbone, le carbone 1 avec le charbon, le carbone 2 avec le gaz naturel et le pétrole. Le gaz naturel et le pétrole, enfin le pétrole en particulier, étant à l'origine de quasiment toutes les guerres du XXe siècle. Toutes les guerres. En particulier, la Première Guerre mondiale, on l'a vu, la voie de chemin de fer Berlin-Bagdad, la Bagdad-Bahn, était un des enjeux les plus décisifs du déclenchement de la Première Guerre mondiale. Et c'est cette Première Guerre qui va déclencher, on le sait, la deuxième, les guerres froides et, je dis les, parce qu'il y a une guerre froide 2.0, et bien entendu les guerres de décolonisation. Et bien là aussi, pendant la Deuxième Guerre mondiale, le pétrole était essentiel, sinon Hitler ne serait pas allé à Stalingrad. Napoléon, par exemple, n'était pas allé dans cette zone. Napoléon, au passage, qui ne croyait pas du tout à la révolution industrielle, on le sait, parmi les choses qu'il avait méprisées, il y avait le chemin de fer, la machine à vapeur d'une part, mais aussi d'ailleurs le ballon qui lui aurait énormément servi à la bataille de Waterloo, puisque si Napoléon avait mis en place un corps d'aérostiers, il aurait très bien pu, puisque les ballons, encore une fois, existaient du temps de l'Ancien Régime, sous Louis XVI. Eh bien, si Napoléon avait mis au point un corps d'aérostiers, il aurait pu surveiller les batailles de façon beaucoup plus précise, disposer d'informations, et peut-être gagner la bataille de Waterloo. Ne refaisons pas l'histoire, il y a une très belle chaîne pour ça qui s'appelle Alteris, et qui le fait beaucoup mieux que moi. Peut-être que ça peut être un sujet pour eux d'ailleurs, que se serait-il passé si Napoléon avait eu un corps d'aérostiers depuis le moment où il a été général jusqu'à la fin de son deuxième règne. L'énergie donc. Aujourd'hui, alors moi j'avais grandi en 2005 par exemple, on me disait, vous savez, en 2020, le pétrole sera à $350, le baril sera à $350, $400 peut-être. Voilà ce qu'on me sortait comme connerie et que beaucoup de gens ont cru. Et puis bien sûr il y avait toute cette idée du peak everything, donc que oui, on allait manquer de pétrole, on allait manquer de gaz, on allait manquer de tout, on allait manquer d'énergie parce que le baril est insubstituable et bien sûr on va en manquer. Bon, c'est ce que pensent toutes les civilisations, que leur forme d'énergie est insubstituable. Les Romains pensaient que l'esclavage était insubstituable. Les sudistes, pendant la guerre de sécession américaine, pensaient que l'esclavage était insubstituable. Bien entendu, les Américains ont pensé très longtemps que le baril de pétrole était insubstituable, notamment dans les années 50, quand il coulait à flot et que quelques cents suffisaient à acheter un gallon d'essence. Mais en réalité, j'insiste, l'énergie n'est pas un problème, c'est la connaissance le problème. L'énergie sur Terre, il y en a absolument partout. Vous avez dans un seau, disons, de 4 kg de boue, vous avez la demande annuelle d'énergie mondiale dans la masse même de cette boue. 4 kg multiplié par le carré de la vitesse de la lumière, ça vous donne la consommation annuelle du monde. Mais on ne sait absolument pas libérer l'énergie de masse de ces 4 kg de boue. Et c'est bien ça le problème. L'énergie est là. Nous ne savons pas la libérer. Pourquoi ? Parce que nous manquons de connaissances. Donc, les petits esprits, en quelque sorte, les ignorants voient le problème juste au niveau de l'énergie. Les esprits plus informés voient le problème au niveau de la connaissance. Par exemple, quand on vous dit que le CO2 est un problème, même situation. Janine Banius le rappelle très bien, le CO2 n'est pas un problème, c'est l'aliment principal des plantes et c'est le moyen de construction fondamental des récifs de coraux. Bien entendu, le fait de libérer trop de CO2 dans l'atmosphère sans savoir le séquestrer est un problème, mais c'est le sans savoir le séquestrer
qui pose problème. Or, nous savons séquestrer le CO2. Les gens qui vous affolent sur le carbone ne vous disent pas que le béton, l'industrie du béton, c'est 30% des émissions de CO2 du monde. Et que les Chinois coulent plus de béton en 3 ans que tous les États-Unis d'Amérique dans tout le XXe siècle. Donc, de Theodore Roosevelt jusqu'à George Bush fils, les Américains ont consommé moins de béton que 3 ans de consommation chinoise. Eh bien, ces 30% de production de CO2 mondiale pourraient être négatifs si nous utilisions davantage des biobétons, comme le béton de chanvre et comme le béton de Miscanthus. Là aussi, c'est la connaissance qui manque et qui est le problème. Donc de la même façon qu'on dit que les mauvais stratèges gagnent les guerres par le nombre de soldats et par les tanks, ou parlent de matériel, et que les stratèges moyens parlent du lieu et des ruses de guerre, et que les très grands stratèges parlent de logistique. C'est d'ailleurs ce qui fait, pendant la Deuxième Guerre mondiale, la supériorité absolue de von Manstein, le plus grand général de la Deuxième Guerre mondiale, sur Rommel, qui était un très bon stratège, mais qui était un piètre logisticien. Von Manstein, lui, était un logisticien de génie, le meilleur, et c'est pour ça qu'il a gagné autant de batailles. C'est la même chose en réalité dans le problème de l'énergie. Les mauvais stratèges vous parlent du CO2, vous parlent d'un éventuel pic pétrolier. Les vrais stratèges vous parlent de connaissances et encore de connaissances. Alors, on pourrait citer 1000 exemples. Je vous dis que les Chinois sont en train de mettre en place un tokamak, et que bien entendu la fusion nucléaire est la forme privilégiée de radiation énergétique dans l'univers. Comment se forment les étoiles ? Eh bien, les étoiles naissent dans ce qu'on appelle une pouponnière d'étoiles. Donc c'est un nuage de gaz, essentiellement au départ d'hydrogène et d'hélium, parmi les premiers gaz qui sont formés au Big Bang. Après le Big Bang, bien sûr, quand l'univers se réchauffe suffisamment pour ne plus être une bouillie de gluons et pour pouvoir produire des atomes, eh bien, ces pouponnières d'étoiles sont donc des grands nuages d'hélium et d'hydrogène dans lesquels parfois des zones sont un peu plus denses que les autres. Et si vous laissez le temps passer sur ces pouponnières avec des zones un peu plus denses, eh bien, se forment des tourbillons par gravité, c'est-à-dire que les zones denses attirent encore plus d'hydrogène et d'hélium, et du coup forment un tourbillon, un vortex, et quand ce vortex, par sa simple vélocité, chauffe suffisamment, la fusion nucléaire se produit, il devient critique, ce que l'on essaye d'obtenir dans une centrale nucléaire, et il va se mettre à constituer une étoile. Cette étoile ensuite va fusionner l'hydrogène en hélium, mais ça va aller plus loin ensuite avec du beryllium, etc. Et quand les étoiles explosent, elles peuvent produire des métaux. Le fer qui nous constitue vient des étoiles, c'est pour ça que l'excellent Hubert Reeves rappelle que nous sommes tous de la poussière d'étoiles. Du point de vue atomique, c'est tout à fait exact. Et donc, quand les étoiles explosent, par exemple quand elles forment des supernovas, selon leur masse et selon la nature de leur combustible, eh bien, elles peuvent produire d'autres étoiles, puisque l'onde de choc qui est produite par une explosion de supernova va compresser à son tour des gaz dans une pouponnière d'étoiles et créer plein d'autres étoiles. C'est pour ça que je fais partie des gens qui pensent que les étoiles sont vivantes, qu'elles ont un cycle avec une reproduction, qu'elles ont une cognition, qu'elles ont en quelque sorte un génome, c'est-à-dire qu'à la fois nous avons les atomes qui les constituent, qu'elles peuvent transmettre à leurs descendants, c'est assez merveilleux, mais aussi en fait elles ont un photome, c'est-à-dire que les raies d'émission des étoiles que les astronomes utilisent très abondamment, notamment aussi pour détecter les éventuelles exoplanètes qui les orbiteraient, eh bien, sont en quelque sorte un génome des étoiles, c'est-à-dire c'est une matrice d'informations que l'on peut utiliser pour connaître leur composition et leur nature. Donc l'énergie dans l'univers, eh bien, c'est la fusion nucléaire. Il y a deux façons d'en profiter, soit la reproduire sur Terre, soit la collecter directement par l'énergie solaire. Et il y a plusieurs façons aussi, on le sait, de collecter l'énergie solaire. Le thermique, comme ils le font très bien au Maroc, avec des miroirs qui donc orientent les rayons du soleil vers une grande tour et peut ensuite actionner une turbine de cette manière, comme ça se passe dans une centrale nucléaire à fission aujourd'hui. Et puis bien sûr le photovoltaïque, mais qui a tout de même un rendement bien fixe qu'on ne peut absolument pas dépasser. Alors, il y a plein d'autres façons d'avoir une énergie surabondante sur Terre. Bêtement, hein, si on savait, encore une fois, vous sentez que le mot c'est savoir, si on savait creuser par exemple un puits dans la croûte terrestre qui atteindrait le manteau par exemple, eh bien la différence de température entre le fond du puits et le sommet créerait un mouvement d'air qui, si on y mettait des turbines, nous fournirait de l'énergie en tout lieu. On pourrait collecter bien sûr l'énergie des éclairs. Nikola Tesla pensait, à raison d'ailleurs, que la Terre était un gigantesque condensateur, et il avait tout à fait raison. Et effectivement, entre les couches supérieures de l'atmosphère et le sol, il y a une différence de potentiel que l'on pourra exploiter. Là encore, nous n'en avons pas les connaissances techniques.
Donc nous avons la géothermie, c'est ce que l'Islande utilise, et la géothermie c'est rien de plus qu'utiliser les trous naturels qui nous rapprochent du manteau. Mais si nous savions produire de la géothermie artificielle, c'est donc à dire de faire des trous nous-mêmes dans le manteau, en des endroits bien sûr finement sélectionnés, eh bien nous aurions aussi, par la simple activité de la Terre, de l'énergie illimitée. Donc l'énergie n'est pas un problème, le problème c'est la connaissance. Et les civilisations ont toujours du mal à changer leur mode d'utilisation, d'approvisionnement et de déploiement de l'énergie. De l'esclavage au servage, du servage aux machines et au carbone 1, au carbone 2, et du carbone 1 et du carbone 2 à quelque chose d'autre, à un mix énergétique nouveau, qui ne nous dépasse pas réellement, puisqu'on en a aujourd'hui les ingrédients fondamentaux. En fait, on les a depuis longtemps. Je vous renvoie aussi à l'excellent article qui a été fait par le prospectiviste tout à fait sophistiqué, Georges de Vailly sur LinkedIn, qui a écrit que nous aurions en réalité pu régler les problèmes énergétiques du monde uniquement avec des solutions qui datent d'avant 1914. C'est tout à fait exact. Quand on vous dit par exemple que le stockage des énergies renouvelables est un problème, c'est vrai et c'est faux, mais c'est surtout faux, parce que nous savons stocker de l'énergie même avant d'avoir des technologies de batterie sophistiquées, notamment donc avant la guerre de 14 en comprimant des gaz. Et simplement, compresser un gaz dans d'énormes bonbonnes est une des façons de stocker de l'énergie. Nos éoliennes pourraient stocker de l'énergie de cette façon, et les autres énergies renouvelables que nous avons pourraient utiliser ce moyen de stockage. Il existe en effet, comme Georges de Vailly le rappelle, depuis 1914. Donc il ne faut pas être alarmiste sur la crise de l'énergie, mais il faut être géopolitique. Et surtout, il faut se rappeler que les petits stratèges parlent de carbone, les grands stratèges parlent de connaissance. Parce que réellement, à travers les civilisations, évidemment, comme l'avait dit d'ailleurs le Shir Yamani, ministre de l'énergie ou du pétrole de l'Arabie Saoudite, l'âge de pierre ne s'est pas arrêté par manque de pierre, l'âge du pétrole s'arrêtera bien avant que nous ne manquions de pétrole. Évidemment, au néolithique, mon Dieu, les pierres sont limitées, qu'allons-nous faire ? Nous ne pourrons jamais progresser indéfiniment dans un monde où les pierres sont limitées. Mon Dieu, ensuite, dans l'Antiquité, mais déjà l'âge de bronze, mon Dieu, le blé est limité, qu'allons-nous faire ? À Rome, mon Dieu, les esclaves et les territoires à conquérir sont limités, qu'allons-nous faire ? Eh bien, aujourd'hui, mon Dieu, le carbone et précisément le charbon, le gaz naturel, le pétrole sont limités, qu'allons-nous faire ? Pas de panique, si ça c'est limité, la connaissance est illimitée. Et avec la bonne connaissance, eh bien, nous pourrions utiliser bien mieux l'énergie solaire, sur le plan thermique notamment, bien mieux l'énergie géothermique, la domestiquer pourquoi pas, et pas seulement l'extraire et la produire et l'utiliser dans les lieux où la géologie, en fait, l'a rendue accessible pour nous. Nous pourrions nous la rendre accessible en tout lieu si et seulement si nous avions les compétences d'ingénierie pour le faire. Elles sont pour l'instant totalement hors de notre portée. Et puis bien sûr, nous avons la fusion nucléaire qui ne produit pas de déchets et qui aurait pu tout à fait être maîtrisée bien plus tôt, bien avant les Chinois, bien avant le tokamak que les Chinois veulent produire aujourd'hui et prétendent avoir rendu critique. Si on avait dépensé ne serait-ce qu'un dixième du budget du Pentagone là-dedans pendant une pauvre petite dizaine d'années. Mais encore une fois, les civilisations ont toujours du mal à faire cette transition. Donc voilà le paysage que je voulais vous montrer sur l'énergie et puis sur le soleil qui brille derrière moi et qui brille depuis un certain temps déjà et dont la forme principale de production énergétique est cette fusion nucléaire qui reste tout de même la plus phénoménale dans l'univers et que nous devrions bien entendu utiliser soit en la collectant directement du soleil, soit en la domestiquant sur Terre et en produisant de micro-étoiles. Mais si on veut aller encore plus loin, on voit qu'aujourd'hui, la capacité à traiter de l'information, par exemple, est devenue de plus en plus individuelle, et que les gens aujourd'hui, cette caméra, l'ordinateur que vous utilisez pour regarder cette vidéo, eh bien, ont des capacités de traitement de l'information qui sont tout à fait extraordinaires, et qui sont supérieures à celles de la NASA, par exemple, en 1969. Alors que si on avait proposé cela comme technologie dans les années 60, c'était digne de James Bond. Même le plus grand James Bond n'aurait pas été jusqu'à imaginer qu'on ait tous des teraflops de capacité de calcul dans nos maisons. Et c'est en train de s'accélérer d'ailleurs avec la sortie des nouvelles puces en architecture RISC ARM d'Apple qui sont très puissantes et qui ont des performances énergétiques absolument incroyables. Je ferai une vidéo là-dessus aussi si vous me le demandez. Donc, en fait, ce qu'on pourrait voir comme conséquence réellement de ces innovations énergétiques, ce serait que chacun
puisse dans 1000 ans, ou moins, en fait en réellement beaucoup moins, puisque aujourd'hui on a des civilisations qui sont très connectées, eh bien que chacun puisse avoir l'équivalent d'une centrale nucléaire dans sa poche. On sent bien que ce serait un problème d'un point de vue peut-être militaire, d'un point de vue de sécurité, mais le même argument était opposable dans les années 60 si on avait dit que chacun aurait des teraflops de puissance de calcul chez lui. On aurait dit mais c'est fou, en pleine guerre froide, ça aurait été très dangereux. Aujourd'hui c'est le cas. Peut-être que demain, dans la taille d'un briquet, on aura les térawatts possibles de plusieurs tranches nucléaires. C'est pas quelque chose qui est inenvisageable. Parce que vous avez la fusion nucléaire d'une part, mais vous avez les nanotechnologies d'autre part. Et la capacité à réaliser de la fusion nucléaire uniquement avec de très petites quantités d'atomes par à coup, c'est-à-dire qu'on aurait un tout petit générateur magnifiquement, merveilleusement miniaturisé par nanotechnologie qui nous permettrait, peut-être en ressemblant à une mitochondrie, de n'envoyer que une certaine quantité d'atomes d'hydrogène pour les transformer en atomes d'hélium par fusion et par des moyens catalytiques qui nous échappent aujourd'hui, même si la catalyse relève de la chimie, en réalité, on peut envisager des catalyses nucléaires, c'est-à-dire la facilitation de réactions nucléaires. Eh bien, chacun aurait donc dans un petit briquet les capacités de production énergétique d'une centrale nucléaire. Ce qui nous coupe de cette solution aujourd'hui, c'est la connaissance, comme toujours. Ce n'est pas que le baril en 2020 sera à $350, ce n'est pas que le CO2 est un problème, il ne l'a jamais été, c'est la connaissance qui a toujours été le problème. Nous savons séquestrer le CO2, les solutions ne sont pas suffisamment commercialisées, mais elles existent depuis très longtemps. Et encore une fois, le CO2 est la matière première alimentaire des coraux, des coraux pour leur squelette et des plantes cette fois pour leur métabolisme. Donc voilà le tour d'horizon que je voulais faire sur l'énergie et laissons donc en conclusion le soleil parler pour nous réellement. L'avenir énergétique ne dépend que de la connaissance.